Faire un crash historique des marchés financiers, c'est le titre de la vidéo que l'on va vous proposer aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagné de Valentin Offrand et de Thomas Andrieux. On va aujourd'hui parler des conséquences d'un éventuel pivot de la Fed. On va parler des conséquences des élections américaines et européennes. On va également parler du potentiel encore restant de l'or qui a explosé ces dernières semaines, ces derniers mois. Bien évidemment, tout ceci dans le but de répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que nous allons vers un crash historique des marchés financiers? D'avoir répondu favorablement à l'invitation. Beaucoup vous connaissent déjà, mais on va faire une présentation rapide, si vous le voulez bien. On commence par le plus jeune, peut-être, par Thomas. Thomas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour Tino, bonjour Valentin. Merci pour cette émission. J'espère que ça intéressera du monde. Alors moi, je suis, pour ceux qui me connaissent pas, rédacteur régulier, chroniqueur sur plusieurs médias, etc. J'écris plusieurs livres aussi. J'ai une grande appétence pour les actifs type métaux précieux, analyse macroéconomique en partie. À côté de ça, je suis étudiant à Dauphine aussi, en master finance, finance de marché exactement. Et donc, je me destine ou prédestine à la finance de marché. Et que dire, peut-être ma spécialité, mon angle d'analyse que j'apprécie énormément, c'est la cyclicité du marché, la temporalité. Et c'est ce que je recherche dans les marchés, c'est ce sens du tempo de la dépendance au temps qui remet toute la vision qu'on a du marché sur des hypothèses aléatoires, etc., qui sont un autre angle d'approche, mais qui peut être complètement bouleversé par l'analyse temporelle. Voilà, en quelques mots. Et cyclicité qui peut bien évidemment apporter aussi un aspect, évidemment, pour un investisseur, un aspect timing, bien évidemment, sur les bas de cycle, etc. Et donc, Tout à fait. ça peut aider effectivement un investisseur à surperformer. Écoute, on va te découvrir, bien évidemment, tout au long. Enfin, moi, je te connais déjà, mais évidemment, ceux qui ne te connaissent pas vont te découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Ça va être passionnant. Et encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous. Valentin, mon cher Valentin, à toi. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Tino. Merci pour cette invitation, pour ce beau projet. Donc pour ceux et celles qui me connaissent pas, je suis analyste des marchés indépendant. J'ai commencé chez des brokers, je travaille pour des brokers depuis 2016 maintenant. Je trade à côté à mon compte. Voilà, donc j'ai passé quelques certifications, le CFA, le CFTE, pour ceux qui connaissent. Et je dirais que mon expertise repose d'un côté sur l'analyse technique avec le CFTE, mais également sur tout ce qui est macroéconomique, global macro, voilà, toutes ces questions-là, c'est celles auxquelles je réfléchis un petit peu tous les jours. Et voilà, j'essaie de compléter le puzzle macroéconomique. Ben, c'est parfait. Tu vas avoir du boulot toi aussi dans cette émission. Du coup, merci aussi Valentin, bien sûr, hein, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors on verra, hein, c'est une première. J'avais la volonté depuis longtemps d'essayer de parler un peu d'économie. Surtout l'objectif, si vous voulez, de cette vidéo-là, cette émission-là, c'est évidemment de vulgariser au maximum cette économie, parce que souvent, lorsqu'on s'intéresse à l'économie, qu'on regarde un petit peu la télévision, les reportages, etc., j'ai la sensation, peut-être fausse, que
que souvent on complexifie de manière un peu volontaire les choses et que finalement, lorsqu'on étudie un petit peu l'économie, on s'aperçoit que souvent ça retombe sur les mêmes choses, etc. Et ce que j'aimerais beaucoup, et je suis sûr que grâce à vous, on va y parvenir. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est vraiment donner les principales caractéristiques de ce qui peut faire bouger une économie, de ce qui peut faire bouger notre planète, le monde entier, etc. Et voilà, on va essayer vraiment de déterminer les points intéressants économiques, macroéconomiques, au travers de cette vidéo. Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est un sujet un petit peu général, puisque forcément, on est dans une période où les marchés sont extrêmement hauts, même si on a eu quelques petits replis ces derniers jours, mais on a quand même des marchés qui sont étonnamment, entre guillemets, hauts, du moins étonnamment par rapport à tous les articles qu'on lit à droite à gauche et à beaucoup d'avis de différents économistes. Le Dow Jones a touché les 40 000 points avant de refluer un petit peu. Et donc, évidemment, la question plus générale, et après on va avoir 3 sous-parties que je vais détailler en suivant. La question, c'est est-ce que véritablement on va dans un futur relativement proche, quelques mois, est-ce que on va finalement quand même vers un crash des marchés boursiers, ce crash que tout le monde nous annonce. On nous annonce une importante récession, on nous annonce plein de choses. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vraiment on va avoir un crash des marchés boursiers? Alors évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on va quand même essayer tous les trois d'évaluer des probabilités en tout cas et de donner un petit peu notre avis là-dessus. Alors, pour guider un petit peu cette vidéo, il y aura 3 sous-parties entre guillemets. La première sous-partie, ce sera bien évidemment le pivot de la Fed. Vous l'avez bien compris, le pivot, c'est le sujet du moment. Donc, pivot de la Fed, est-ce qu'il y aura et s'il y a quand, et surtout quelles seront les conséquences. Ça, ce sera la première partie. La deuxième partie, évidemment, c'est qu'on est dans une année 2024 où eh bien, on a, que ce soit bien évidemment aux États-Unis et chez nous en Europe, d'ici quelques jours, on a des élections qui vont avoir probablement de l'impact. On va parler, ça va plaire d'ailleurs à Thomas, on va parler de cyclicité également, de saisonnalité, etc. Moi aussi, je suis très attaché à ça. Et puis, évidemment, également, une partie qui fera plaisir à Thomas, c'est le potentiel pour l'or. Tu nous expliqueras un petit peu comment tu vois les choses et quel regard tu apportes à cet actif pour les semaines, les mois, voire potentiellement les années à venir. Ça vous va, messieurs? Très bien. Très bien. Allez, alors on démarre avec le premier sujet sous-partie, c'est le pivot de la Fed. Parce que, évidemment, d'abord, je vais commencer un petit peu par de la vulgarisation, et bien évidemment, vous me coupez et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais grosso modo, un des pouvoirs principaux des banques centrales, c'est de pouvoir jouer sur les taux. Et évidemment, nous consommateurs, on le sait bien, lorsqu'on veut acheter une voiture ou de l'immobilier, on est pour la plupart des gens, on est obligé de faire des financements, en gros, et que donc, eh bien, évidemment, lorsqu'on fait un financement, on est impacté par les taux. Évidemment, plus les taux sont hauts, plus ça nous coûte cher, et moins on a de facilité à pouvoir acheter et donc à pouvoir consommer. La consommation est un élément, évidemment, qui est important pour l'inflation. L'inflation, on en a eu, évidemment, énormément après le Covid. Alors, il y a plusieurs, probablement, explications. Vous donnerez, je vous passerai la main pour donner votre avis. Il y a, évidemment, l'explication du fait que on a eu une économie à l'arrêt pendant le Covid et que, du coup, au moment de la reprise, eh bien, il y a eu plus de demandes que d'offres, et donc ça a créé de l'inflation. Il y a aussi, moi j'en suis convaincu, l'effet masse monétaire, qui a évidemment, si on arrose tout le monde d'argent, eh bien forcément ça génère de l'inflation. Et puis cette inflation-là, du moins en Europe, elle a été quand même bien combattue. Je crois qu'on va tourner aux alentours des 2% d'inflation. Donc c'est à peu près l'objectif final des banques centrales. En revanche, aux États-Unis, c'est un petit peu plus complexe. Et donc, la question est de savoir si finalement, donc évidemment, pour combattre cette inflation, les banques centrales avaient augmenté les taux
pour ralentir au maximum l'économie. Et là, toute la question, c'est que finalement, on se retrouve avec une inflation, encore une fois, notamment en Europe, qui est très basse, et avec des taux qui, eux, sont restés encore très hauts. La question est de savoir, est-ce que les banques centrales vont pivoter, car au bout d'un moment, quand même, l'économie générale va commencer à en souffrir. Nous, Français, on le voit, notamment sur l'immobilier, on commence à voir de plus en plus de difficultés. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Valentin, si tu veux éventuellement commencer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi, quel est ton avis? Quel est ton regard là-dessus? Déjà, il y a pas mal de choses à décortiquer au niveau de l'inflation, le différentiel entre l'Europe et les États-Unis. À mes yeux, le différentiel est essentiellement dû à une différence faite de mesures, parce qu'aux États-Unis, c'est le PCE Core, on va dire la mesure d'inflation privilégiée par la Fed, alors que pour la BCE, c'est l'IPC harmonisé. Donc en fait, on a un semblant de différentiel entre les États-Unis et l'Europe, mais si on regarde par exemple des mesures comparables, donc l'indice des prix à la consommation harmonisé aux États-Unis, en fait, il est revenu à 2% depuis un an. Donc voilà, il y a en fait déjà peut-être un problème de comment dire d'interprétation ou en tout cas de quelle mesure on regarde le plus, qui justifie un petit peu ce sentiment et les baisses des taux à venir de la BCE et pas forcément celle de la Fed. La Fed, donc c'est le PCE Core qui est le plus important. Lui, il est assez résilient. Il est assez résilient parce que l'immobilier a une pondération très conséquente dans le PCE Core. Sauf que la façon dont est calculé les prix des loyers dans le PCE Core et même dans l'IPC aux États-Unis est en fait très en retard sur la réalité. Donc voilà, c'est très technique, mais en fait pour faire simple, la composante loyer du PCE Core regroupe l'ensemble des loyers. C'est pas les loyers qui sont calculés chaque mois qui sont pris en compte, c'est tous les loyers. Donc en fait, les loyers qui sont renouvelés maintenant et qui n'ont pas été renouvelés il y a un an ou plus, bah forcément il va y avoir de l'inflation. Et ça va se montrer dans le PCE Core. Donc on a cet effet retard des loyers dans le PCE Core, mais si on regarde les nouveaux loyers, uniquement les nouveaux loyers et pas ceux qui sont renouvelés avec un différentiel de 6 mois ou de 1 an, on voit qu'en fait la croissance des loyers est quasiment nulle, ou alors très très faible, elle est de retour à son niveau pré-Covid. Donc même le PCE Core, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu, il surestime un petit peu l'inflation en ce moment, alors qu'il le sous-estimait en 2021-2022. Donc je pense que en réalité l'inflation est plus proche de l'objectif de la Fed qu'on pourrait croire en regardant les chiffres qui sont suivis par tout le monde. Je regarde également l'indicateur Trueflation, qui a rien à voir, qui est pas officiel, mais c'est un indicateur alternatif. Je regarde pas forcément le niveau absolu, mais je regarde la tendance. La tendance est plutôt baissière de cet indicateur Trueflation, donc ça c'est aussi rassurant. Ça veut dire que les pressions des inflationnistes sont toujours présentes. Donc je dirais que j'ai plutôt confiance dans la trajectoire de l'inflation. Peut-être qu'elle va être un petit peu plus résiliente que prévu, même si je pense qu'on peut avoir une bonne surprise au niveau de la désinflation à partir des prochains mois, cet été. Donc voilà un petit peu mon opinion. Je pense que dans tous les cas, que la Fed pivote en septembre, en novembre, en décembre, je pense qu'il y a peu d'intérêt pour le marché action. Ça sera plutôt bullish, à moins que on ait des problèmes sur la croissance. Et là, ça serait plutôt négatif pour tout ce qui est actif risqué. On commence d'ailleurs à avoir quelques petits signaux d'alerte, on va dire, notamment sur le PIB américain qui commence alors il est toujours positif, bien entendu, mais il est beaucoup moins solide ces dernières semaines que ce qu'il a été par le passé. Et donc avec un chômage qui lui aussi commence petit à petit à être sur des
des petits rebonds, des petites tendances haussières. C'est vrai que je te rejoins, on se demande finalement est-ce que à force de traîner, est-ce que finalement l'impact sur l'économie américaine, à force de penser, de croire qu'elle est résiliente, et elle l'a été, est-ce que quand même au bout d'un moment ça va basculer. Nickel, merci Valentin pour ça. Thomas, comment tu vois les choses, toi? Moi, je pense effectivement que une des causes majeures à la vague inflationniste qu'on a eue, c'est, si on va aux racines des causes, c'est un choc d'offres négatif. Enfin, en tout cas, il y a eu une forte reprise de la demande au sortir du Covid. Il n'y avait pas assez d'offres. Mais il n'y avait pas assez d'offres parce qu'il y a eu des sous-investissements productifs sur la décennie d'avant. Et notamment parce que les taux réels ont été en partie négatifs et il y a eu une sorte d'éviction de l'investissement productif. Et on est sorti sur ce choc d'offres, ce choc inflationniste finalement, ce qui est à ce stade de l'économie naturel. C'est-à-dire que pour moi, on est vraiment dans la vague type de hausse du cycle long de l'économie. Et un peu après la moitié d'ailleurs, je pense. Donc là où je veux en venir, c'est que on a de la désinflation, ça c'est acté. On voit qu'aux États-Unis, pendant plus d'un an, l'inflation elle s'est maintenue au-delà, autour de 3%. L'inflation sous-jacente, elle est encore un peu plus élevée. Et on considère l'inflation sous-jacente, comme l'a très bien dit Valentin, on a un écart important par rapport à la cible. Maintenant, quand on regarde, c'est vrai que les banques centrales, notamment la Fed, la BCE a peut-être un peu tardé, mais la Fed a été très réactive, et on a eu rapidement des taux réels positifs. Ce qui, à long terme, voilà, est plutôt favorable pour temporiser de l'inflation structurelle, entre guillemets. Maintenant, je pense comme toi, Tino, c'est que le problème aujourd'hui, c'est le fait que l'économie, le risque il va être sur la récession. C'est-à-dire que certes, elle a été résiliente, mais maintenant, l'économie, elle a besoin de reprendre son souffle à un moment donné aussi. Et je pense que c'est ce à quoi on va assister d'ici 12, 18 mois, principalement. Et effectivement, à ce moment-là, ce serait intéressant de voir tout ça. Maintenant, je pense que les risques inflationnistes sur la décennie seront globalement plus importants que sur la décennie précédente. Parce que fondamentalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à ajuster la production quand il y a un choc de demande, parce que les matières premières, eh bien, on en a besoin plus que jamais, j'ai envie de dire. Paradoxalement. Les pays émergents, en plus, peut-être, non? Tu penses pas que les pays émergents, en plus, vont accélérer aussi ce phénomène? Il y a les pays émergents, tout à fait, qui, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, vont se développer, vont connaître une inflation de classe moyenne, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, on aura aussi les tensions géopolitiques. Ça pèse aujourd'hui, ça pèse. Et donc le moindre choc géopolitique peut du jour au lendemain faire basculer complètement la trajectoire de l'inflation. Donc tout ça au niveau global, ça fait peser des risques, on va dire, peut-être pas stagflationnistes, mais c'est typiquement ce genre de situation économique où on peut avoir de l'inflation structurelle et des récessions. Bon, pour l'instant, on est sur de la désinflation. Il faut voir si l'économie ralentira ou pas, mais apparemment, voilà, on a des signes que la croissance, en tout cas, diminue pour les États-Unis. En zone euro, elle a du mal, on a failli entrer en récession, on a évité. Miracle. Ouais, pour le moment. Ok, passionnant. Alors, le graphique également qu'on peut montrer, celui-là, bon, c'est pas forcément d'avis à donner dessus. En gros, le graphique montre que l'épargne Covid qui a été allouée finalement, eh bien aussi, parce que il y a quelque chose aussi quand on étudie l'histoire, on nous a expliqué qu'en fait, s'il y avait pas encore de récession, c'est parce que justement l'économie américaine était très forte et que si on n'avait pas eu de récession encore, d'habitude elle arrive beaucoup plus vite que cela, lorsque les taux augmentent extrêmement fortement, etc. Et on nous a expliqué, mais oui, mais cette fois-ci ce sera différent puisque regardez, l'économie américaine est très résiliente. Mais il y a un paramètre qui est différent pour moi par rapport à ce qu'on a connu dans l'histoire, c'est l'injection de liquidité qu'il y a eu historique. Et je pense qu'en fait, quelque part,
ça a mis du temps, on le voit au travers de ce graphique, hein, sur la partie d'en bas, on voit que on arrive à la fin finalement que maintenant, qu'en 2024, on arrive à la fin de la consommation de cette épargne. Et pour moi, cette épargne a été finalement un matelas de sécurité qui a continué à alimenter l'économie américaine. Et je pense que justement, on arrive au bout. On s'aperçoit également que sur les dettes des particuliers, les crédits, etc., les cartes, crédit cartes, etc., il y a une explosion aux États-Unis. Et je me dis, au bout d'un moment quand même, est-ce que ça va pas tirer la main. Voilà. Bon, c'est plus factuel finalement que pour donner un avis. Ce qu'on remarque quand même sur ce graphique-là, je le montre régulièrement, c'est que il y a c'est l'emploi qui est finalement souvent le top départ d'une récession, et c'est lorsque celui-ci commence à repartir à la hausse que généralement on a des récessions. Et l'emploi américain, il a été historiquement bas, enfin du moins le chômage américain a été historiquement bas, et encore, même si on commence à avoir des petits, il est encore historiquement bas. Vous avez un avis là-dessus, les garçons, sur ce paramètre-là? Valentin, c'est une stat que tu regardes, toi. Est-ce que tu trouves que ça a autant d'importance que ce que moi je pense? Ouais, bien sûr, le taux de chômage, c'est l'indicateur clé de toute façon pour déterminer si l'économie américaine tombe en hard landing ou qu'elle reste en soft landing ou en no landing. Donc c'est clairement le rapport mensuel sur l'emploi est le plus important avec les chiffres sur l'inflation. Faut savoir que l'économie américaine et généralement les économies développées tiennent beaucoup grâce à la consommation domestique. Donc c'est ça qu'il faut aussi regarder. Comme tu as très bien dit, il y a un taux je dirais, de défaut, de retard de paiement sur les cartes de crédit qui augmente rapidement et qui a même dépassé son niveau pré-Covid. Je regardais ça aujourd'hui. C'est un plus haut de presque 10 ans, il me semble. D'un point de vue absolu, ça reste bas, mais voilà, c'est quand même quelque chose à surveiller. D'ailleurs, il y a le président de la Fed d'Atlanta, il me semble, qui en a parlé la nuit dernière et qui était préoccupé par justement cette hausse des taux de défaut sur les cartes de retard de paiement sur les cartes de crédit. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder la consommation, et si la consommation commence à ralentir très nettement, c'est là où on commencera à avoir des difficultés sur le marché de l'emploi et éventuellement un hard landing. Il y a une règle qui s'appelle la règle de Sam Rules en anglais, parce que ça vient des États-Unis, et au lieu d'utiliser la moyenne mobile j'ai vu à 24 périodes pour déterminer voilà un petit peu les périodes de récession, la Sam Rule en fait donne un signal de récession grosso modo lorsque le taux de chômage rebondit de plus de 0,5 points par rapport à son plus bas cyclique. Donc il me semble le plus bas cyclique c'est 3,4, ça a été atteint en printemps l'année dernière. Donc voilà, si on est à 4, moi je dirais un peu plus de 4% de taux de chômage, 4,1, là ça commencerait à être problématique pour le narratif de soft landing ou no landing. Et là, il y a peut-être, il y aurait clairement quelque chose à jouer sur les marchés d'un point de vue marché obligataire, marché action, voilà, il y aurait beaucoup de mouvements. Mais tant qu'on est à 4% ou moins sur le taux de chômage américain, je pense pas qu'il faut beaucoup s'inquiéter. Après, bien évidemment, plus la politique monétaire de la Fed reste comment dire, restrictive pendant longtemps, et plus il y a des risques de récession. Voilà. Ouais. Oui, et puis aussi l'action de la Fed, malheureusement, elle n'en mesure pas les conséquences instantanément. C'est aussi le gros problème. Et là, tout le mérite leur en revient, c'est que quand ils prennent des décisions, l'impact, ils ne le mesurent que minimum 6 mois, 12 mois, voire 18 mois plus tard. Et donc ça, c'est extrêmement dur de mettre un coup de volant pour se dire, finalement, c'est tout là-bas que je vais tourner, quoi. Et ça, c'est vraiment pas évident. Thomas, tu penses quoi, toi? Effectivement, le chômage, c'est une variable clé. Et puis,
la courbe que tu as montrée tout à l'heure, c'était éloquent. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un minimum du chômage, rapidement la machine se grippe et on peut avoir une hausse soudaine et extrêmement rapide, notamment pendant les récessions du chômage. Donc c'est cette accélération potentielle qu'il va falloir surveiller. Et là où la relation économique est intéressante, c'est qu'en économie, il y a ce qu'on appelle la relation de Phillips, qui est selon les périodes, contestable, contestée, parfois elle marche bien, etc. Cette relation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quand il y a beaucoup d'inflation, il y a peu de chômage. On l'a vérifié ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y avait de la demande soutenue, parce que les gens soit utilisaient leur épargne, soit faisaient des crédits. Et puis maintenant que les taux sont redevenus plus élevés, que l'épargne s'est épuisée, eh bien la consommation ralentit et le chômage se met à réaugmenter, etc., etc. Et donc on a potentiellement cette machine qui est en train de se gripper, ça sera la variable clé à surveiller. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, sur la Fed, les banques centrales naviguent à vue. C'est quelque chose que personnellement j'ai toujours trouvé assez aberrant, mais bon, il faut bien qu'elles aient des critères de décision. C'est le fait que, notamment en termes de création monétaire, j'avais fait un papier là-dessus, une étude notamment des effets de causalité. Il faut parfois jusqu'à 8-10 ans pour voir les effets, par exemple, sur les prix, entre le moment où la monnaie est créée et le moment où les prix augmentent. Donc c'est des périodes qui peuvent être très longues. Bon, évidemment, sur les taux, on va dire c'est plus rapide sur les gros investissements. Les budgets publics en partie, en tout cas c'était un des objectifs de remettre les taux réels positifs. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les banques centrales, elles naviguent un peu à vue. Et donc le chômage, c'est une variable clé. Si elle augmente rapidement, forcément, je pense qu'on aura un pivot derrière. Ouais. Ouais, et je rajouterais aussi le délai qu'on a actuellement au niveau comment dire, de la résilience de l'économie américaine. Donc il y a trois facteurs. L'un des facteurs, comme tu as dit Tino, c'était l'épargne accumulée au début du Covid. Deuxième facteur, c'est que les ménages les ménages américains sont beaucoup passés sur des taux fixes après la crise des subprimes. Donc quasiment tous les taux hypothécaires aux États-Unis sont à taux fixe, alors qu'avant il y avait peut-être 15, 20, même peut-être plus, 20% ou plus de taux variables. Donc forcément, l'impact des taux est beaucoup plus lent. Et troisième facteur, c'est le déficit public américain. On a énormément d'injections, en tout cas d'injections de monnaie, on va dire, ou plutôt de recyclage de l'épargne dans l'économie grâce au déficit public américain. Et ça, c'est un soutien énorme à l'économie. Donc, je pense que ce troisième critère, c'est également à surveiller, avec notamment les élections, on va en parler après. Mais voilà, comment va évoluer le déficit public l'année prochaine, ça c'est une question importante, parce que s'il se rétracte, s'il diminue, eh bien, ça aura plutôt des effets négatifs pour l'économie américaine, même très négatifs, selon comment dire, le delta du déficit public. Ok, alors les derniers, effectivement, il y a plusieurs graphiques, hein, mais ils veulent sensiblement dire la même chose. Hein. Effectivement, bon, ça c'est pour le chômage, mais concernant les dernières hausses puis baisses effectivement de la Fed. Sur les 13 dernières fois, voilà, on le voit en rouge quand on a eu une récession profonde, et en vert quand elle a été plutôt légère. Dans la majorité des cas, bien évidemment, c'est plutôt ce qu'on appelle donc des hard landings, donc effectivement des récessions profondes. Effectivement, la dernière période qu'on a connue en soft landing, c'était 1995. Mais voilà, globalement, en général, effectivement, c'est plutôt plus compliqué. Ce qui m'étonne toujours, moi, c'est en fait quand on regarde un petit peu les problématiques passées et qui ont causé probablement effectivement ça rejoint ce que disait Thomas, hein, qui ont provoqué derrière les hard landing, c'est le manque de réactivité, le manque d'anticipation des banques centrales.
je dois vous avouer que à la fin de l'année dernière, quand les marchés se sont mis à rebondir fortement, je crois qu'on a touché le point bas, enfin le point bas. C'était pas un point bas long terme, mais c'était quand même une belle correction sur les marchés. Ça devait être fin octobre. À partir de là, les marchés ont rebondi fortement. Le CAC a pris plus de 20%, S&P, Nasdaq bien évidemment, etc., etc. Même la Chine, au début de l'année, s'est mise à rebondir. Et je me suis dit peut-être que pour une fois, le marché rebondit parce qu'ils pensent que les banques centrales vont pour une fois anticiper et vont aller beaucoup plus vite dans le pivot. Et je me rends compte 6 mois plus tard que c'est pas le cas. Et je me rends compte 6 mois plus tard qu'ils risquent à nouveau de pivoter trop tard. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Et surtout, il y a un fait nouveau. Et ça aussi, alors là, évidemment, on n'a pas plus préparé que ça cette question. Et je vais peut-être vous poser une question piège, mais c'est une question que moi je me pose. Et là vraiment, si vous avez un avis, je le veux, parce que j'ai pas la réponse. Je suis en train de fouiller. Quelles seraient les conséquences si la Banque Centrale Européenne pivotait avant, voire bien avant, la Banque Centrale Américaine? Quelle serait la conséquence pour les marchés financiers? Comment les flux vont être arbitrés? Parce que ça, c'est quelque chose à ma connaissance, vous allez me dire, mais à ma connaissance, ce serait inédit que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux et que la Banque Centrale Américaine les maintienne, voire même peut-être certains disent puissent encore les augmenter encore un petit peu. Et moi, la question que je me pose, c'est comment le marché va interpréter ça et comment il va réagir à ça. Est-ce que vous avez une idée sur ce sujet-là, Valentin? Tu t'en penses quoi, toi? Déjà, faut voir ce qui est pricé par les marchés, parce que ce qui est pricé, de toute façon, si ça se réalise, il y aura très très peu d'impact sur les marchés. Donc là, pour le moment, ce qu'anticipe le marché, c'est une baisse des taux de la Fed, une première baisse des taux en novembre ou en décembre, et une baisse des taux certaine de la BCE le mois prochain, enfin en juin. Donc voilà, ça c'est pricé. Donc de toute façon, la BCE va pivoter avant la Fed, c'est reflété déjà dans les prix. Donc voilà, pour le moment, il va rien se passer. Après, la vraie question, c'est au niveau de la BCE, c'est quel rythme de baisse des taux après le mois de juin. C'est là où le consensus au sein de la BCE n'est pas clair. Il y a encore des voix très divergentes. Si la BCE pivote rapidement les mois prochains, ce que je doute parce que on voit que le taux de chômage là, il vient de sortir à un plus bas de 20 ans. Donc ça c'est rassurant pour l'économie européenne. En plus l'inflation de la zone euro, bon il est légèrement au-dessus de l'objectif. Donc ça m'étonnerait qu'elle pivote fortement. À part si évidemment d'ici là le taux de chômage monte, mais pour le moment en tout cas j'ai du mal à voir un pivot agressif de la BCE. Je pense que ça va être très graduel, une première en juin, peut-être une seconde en septembre et une troisième en décembre. Donc je pense que l'impact sur on va dire l'euro-dollar va être relativement mitigé. Je vois pas beaucoup de volatilité en tout cas cette année sur l'euro-dollar, à moins évidemment qu'il y ait un hard landing d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Mais de toute façon, qu'il y en ait un en Europe ou aux États-Unis, ça sera négatif pour l'euro dans les deux cas, on peut dire, parce que si l'économie américaine tombe en récession, l'Europe sera également en récession. L'inverse n'est pas vrai. Si l'Europe est en récession, l'économie américaine est tellement isolée, entre guillemets, le consommateur américain est tellement fort que même s'il y a une récession en Europe, ça n'affectera pas beaucoup, très très peu l'économie américaine. Donc de toute façon, le dollar sera bullish, on va dire, s'il y a une récession en Europe et ou aux États-Unis. À mes yeux, hein, c'est vraiment un scénario. Merci pour cet avis, Valentin. Thomas, t'en penses quoi, toi? Moi, je rejoins tout à fait Valentin sur ce qu'il vient de dire. Ce qui est très intéressant, c'est que la BCE, elle a tardé à réagir. Elle avait une perspective selon laquelle l'inflation était beaucoup plus transitoire en zone euro, etc. Et elle a mis 6 mois à réagir. Et donc déjà, elle a pris du retard. Elle a moins monté ses taux que la Fed aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, l'économie européenne est plus faible en termes de croissance. En termes de chômage, on est bien, mais en termes de croissance, on est plus faible qu'aux États-Unis. Ce qui justifie des taux plus élevés aux États-Unis. Maintenant, le risque, comme l'a très bien dit Valentin, c'est que si ce pivot est trop important,
pour moi, après je sais pas effectivement si ça aura un impact, mais si le pivot de la BCE est trop important, on pourrait avoir une diminution de l'euro par rapport au dollar, donc une hausse du dollar, et à ce moment-là, faire courir le risque d'une inflation importée, notamment pour des pays comme la France qui ont besoin d'imports. Donc, ça serait le risque à ce moment-là. Et après, effectivement, la croissance, c'est pas un critère de la BCE, mais c'est un critère implicite, on va dire. La croissance est plutôt faible, donc ça justifie des taux plus faibles. Ils sont déjà plus faibles. Donc, la question, c'est si la BCE baisse, mais que la Fed ne baisse pas, au moins pendant 6 mois ou 8 mois peut-être, elle se met dans une position délicate. Elle prend un risque. Donc, libre à la BCE de décider, bien sûr, mais le risque, il sera sur faire cet arbitrage, finalement, de prendre sa position avant la Fed, ce qui est peu conventionnel quand on n'est pas l'économie dominante, effectivement. Ouais, et je rajouterais également au niveau de l'euro-dollar, le risque, c'est un hard landing en Europe ou aux États-Unis. Le second risque, c'est ce qui se passe au niveau de la Chine. Si la Chine venait à, par exemple, d'évaluer son yuan pour booster son économie, là, ça aurait un impact majeur sur tout le forex, notamment sur l'euro. Et donc voilà, ça c'est un facteur externe qui à prendre, je pense, sérieusement, parce qu'il y a de plus en plus de spéculation sur une dévaluation du yen, du yuan, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Ok. Et donc, oui, je disais, est-ce qu'à votre connaissance, ça a eu été fait que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux avant la Banque Centrale Américaine ou pas, par le passé? Non, ça serait inédit. Hein. Mm. Après, la BCE a que 20 ans, hein, 24 ans, donc. Oui, c'est ça. Quelques grâces supplémentaires. Du coup, je ne sais pas, messieurs, lequel qui de vous deux proposait celui-ci. Alors, c'était moi. C'était pour dire que effectivement, l'écart entre le taux long et le taux court est négatif. C'est-à-dire que comment dire, effectivement, les agents ont une prime de risque qui pèse à court terme. C'est-à-dire qu'ils anticipent que l'inflation, effectivement, va décroître. Alors, pourquoi cet indicateur? Parce qu'en général, effectivement, comme le chômage, quand il est minimum et quand il repasse notamment au-dessus de zéro, il y a une bonne probabilité de récession dans les 18-24 mois suivants. Ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours sur un écart négatif. C'est-à-dire que les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Et ce qui nous fait dire que on n'a peut-être pas de risque récessif immédiat dans les 18-24 mois, mais si on aurait soit, donc, si on repasserait sur une dynamique positive, c'est-à-dire si les taux longs redeviendraient supérieurs aux taux courts, à ce moment-là, ça serait un signal plutôt pessimiste, on va dire, pour l'économie, en tout cas dans la perception des investisseurs. Donc, simple commentaire pour dire finalement ce que le marché perçoit aujourd'hui, à savoir qu'on est sur une dynamique plutôt désinflationniste. Oui, et comme tu vas me préciser, mais c'est long apparemment. Enfin, on est sur Tout à fait. négatif depuis déjà bien longtemps. Contrairement à ce que ça a pu être précédemment, où je vois que c'était juste finalement des incursions, à part peut-être avant 1980, mais sinon les précédentes fois, c'était juste finalement des incursions qui n'ont pas duré finalement trop longtemps. Et est-ce que du coup, le fait qu'on reste longtemps en territoire négatif, aussi longtemps, ça peut avoir des répercussions plus graves pour toi, ou est-ce que ça n'a rien? Si, ça peut avoir des répercussions plus graves. Tu l'as très bien dit, le dernier phénomène de ce type, c'était dans les années 80, c'est-à-dire quand l'inflation était persistante et plus forte. La répercussion, c'est sur le business des banques, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que le travail d'une banque, c'est quoi? C'est emprunter court, prêter long. Donc, emprunter à des taux courts faibles et prêter à des taux longs élevés. Donc, il faut que cette relation soit positive. Là, lorsqu'elle est négative, les banques, à long terme, courent un risque sur leur viabilité. Et on l'a vu avec la faillite de SVB, etc. Je rappelle qu'en 2022, on a eu un crash obligataire. Bon, comme c'est de l'obligataire, ça passe plus inaperçu que les actions, mais le crash obligataire le plus important de toute l'histoire, en tout cas enregistré depuis 1800. Donc, typiquement, ça serait de nature à mettre en difficulté certains secteurs, si cette relation persistait pour 2, 3 ans, 4 ans. Voilà, maintenant, en général, on peut espérer que ça revienne en positif. Ok,
Merci beaucoup. Et du coup, je te laisse la parole. Je pense que c'est toi également sur les suivants. Oui, alors ça c'était peut-être pour faire rapidement, mais je trouve que c'était une bonne relation pour illustrer par rapport à l'inflation moyenne des dernières années, pour se situer. Je pense que c'était un bon graphique. Et on voit bien les deux bornes extrêmes qui ont été touchées récemment de l'inflation. Et aujourd'hui, voilà, on est sur le niveau moyen, médian. Et finalement, tout ça pour dire que la difficulté à revenir sur la borne basse, elle porte sur l'inflation structurelle, c'est-à-dire sur ce que l'économie en elle-même génère. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on a de l'inflation sur les salaires, sur des matières premières, tout ce genre de choses. Et ce sera ça qui sera intéressant à surveiller si on veut passer sur une inflation plus faible, c'est-à-dire sur la borne basse historique de l'inflation. Voilà, simple commentaire. Et sans vouloir te faire dire ce que tu penses pas, mais je crois lire entre tes mots que tu n'y crois pas forcément vraiment. Est-ce qu'on retombe sur une inflation, qu'on revienne sur la borne basse finalement? Disons que j'ai du mal parce que par rapport au contexte de la décennie précédente, on n'a pas ces prix bas sur les matières premières, on n'a pas cette désinflation sur forcément la technologie, etc. On n'a pas un contexte géopolitique calme. On est sur une autre dimension, je pense. Donc, mais bon, après, ça reste du domaine bien sûr, prospectif. Je pense comme il y a un ensemble de facteurs qui s'additionnent, finalement, ça risque quand même à moyen terme de revenir sur une borne basse. Voilà, je pense que on a eu une extrémité statistique, on en a eu une autre. Voilà. Et là, on est au milieu des deux. Et on est au milieu des deux. Okay. Valentin, qu'est-ce que tu en penses? Moi, au niveau de l'inflation, je suis plutôt optimiste. Je pense que ça va revenir à 2%. Peut-être qu'on sera un petit peu au-dessus. Peut-être que voilà, ça va faire plancher les 2% au lieu d'être un plafond, comme lors de la précédente décennie. Donc voilà, je pense que en fait les biens, de toute façon, qui sont la consommation de biens, pardon, l'inflation va rester nulle parce que c'est la Chine qui exporte et la Chine va continuer à exporter de la déflation. C'est surtout au niveau des services où là il y a de l'inflation, et je dirais pas vraiment l'inflation des loyers parce que comme je l'ai dit au début de cette présentation, si on regarde les indicateurs avancés sur les loyers, ils sont revenus à des niveaux pré-Covid. Donc en fait c'est surtout tout ce qui est médical ou assurance qui est source d'inflation aujourd'hui. Je pense que ça va se normaliser. Peut-être pas on retrouvera probablement pas l'inflation des années 2010, mais je pense qu'on va retrouver les 2% et qu'on va fluctuer autour des 2%. Comme l'a très bien dit Thomas, moi je vois des risques au niveau de la géopolitique. C'est là où on peut avoir de la volatilité au niveau de l'inflation. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de raison, je vois pas de raison de s'inquiéter au niveau de l'inflation, surtout que si l'intelligence artificielle est aussi prometteuse que le Nasdaq le promet, ça devrait être désinflationniste. Donc voilà. D'accord. Graphique suivant, donc et on terminera sur cette première partie sur le pivot de la Fed. C'est Valentin aussi, non? Sur le graphique, je pense. Non, c'est Thomas. Alors, rapidement aussi, c'est une étude très intéressante que j'ai faite récemment d'économétrie, justement, sur le fait que un des principaux facteurs déterminants du S&P, c'est la masse monétaire. Et typiquement, on est sur des déterminations de plus de 95%, surtout si on a juste de la cyclicité, etc. Je passe les détails techniques. Ce que nous dit ce graphique, c'est quoi? C'est que le resserrement monétaire qu'on a eu en 2022 a été pricé par les marchés, donc on a eu cette belle correction d'une vingtaine de pourcents sur la plupart des indices, et les marchés ont très vite anticipé le fait que les banques centrales allaient arrêter de monter les taux, et donc que la masse monétaire, de la base monétaire, en l'occurrence ici la masse monétaire, allait se stabiliser pour continuer à réaugmenter. Aujourd'hui, on est dans quelle situation? On est dans une situation où les marchés sont très optimistes sur la croissance future de la masse monétaire. C'est-à-dire que les marchés
notamment ces derniers mois, anticiper un pivot de la Fed plus rapidement. Et ce que nous disent graphiques, c'est que dans ces conditions aujourd'hui, on peut avoir des marchés qui progressent, bien sûr, mais ils vont être en quelque sorte en lévitation par rapport à ce qu'aurait dû être le taux anticipé il y a quelques mois encore. Voilà. Donc simple commentaire sur cet aspect. Ouais, très intéressant. Donc effectivement, c'est lié. Après, ils ont pas. Alors je passe un peu rapidement, mais ils ont pas. La Fed n'a pas dit qu'ils allaient éventuellement remettre un petit peu de masse monétaire. Ils ont pas parlé de ça. Tout à fait. Ils ont dit qu'ils allaient ralentir le quantitative tightening à partir du mois de juin. Donc il me semble, au lieu de 90 milliards par mois, ça va être 45, il me semble. Voilà, donc on va avoir une réduction. Donc voilà. Après la masse M2, donc il y a la Fed qui influence M2, mais c'est surtout les banques commerciales qui créent la monnaie. Tout à fait. Donc c'est beaucoup le taux à 10 ans au final qui va être important, parce que depuis début 2023, ce qui pose problème aux banques commerciales, c'est leur portefeuille d'obligations qu'ils ont payé lorsque les taux étaient extrêmement bas. Très cher. Et avec la remontée des taux, ils ont des pertes, qui ne sont pas réalisées encore. Donc c'est un peu technique, mais en fait, quand une banque achète de l'obligataire, au lieu de faire un prêt à des particuliers ou à des entreprises, elle a elle a deux options pour valoriser son portefeuille obligataire, pardon. C'est ce qu'on appelle available to market et hold to maturity. Donc soit l'obligataire, les obligations qu'elle achète, elle compte le garder jusqu'à maturité, et auquel cas toutes les pertes latentes de ces obligations qui sont censées être maintenues jusqu'à maturité, eh bien elles sont pas réalisées dans le bilan comptable ou dans les bénéfices et les revenus. Ou alors, si c'est des obligations qu'elle compte revendre avant la maturité, dans ce cas-là, elle doit prendre en compte les pertes ou les gains sur son marché, sur ces obligations-là. Mais et du coup, quand tu dis c'est-à-dire qu'elle s'engage. Ouais, c'est obligatoire. Ouais. Quand elle l'achète, elle met soit des obligations qu'elle va valoriser au jour le jour par le marché, et auquel cas les gains et les pertes, chaque trimestre, elle va les reporter dans ses résultats. Et pour les obligations qu'elle compte maintenir jusqu'à maturité, les gains et les pertes ne sont pas réalisés, ne sont pas valorisés, comme un peu du private equity au final. Hein. Vous savez, vous investissez dans du private equity, il peut y avoir des pertes latentes. Tant que le fonds dit qu'il n'y a pas de perte, vous avez le face value de votre investissement, c'est le même, sauf qu'il y a des pertes latentes qui ne sont pas réalisées, donc c'est pareil. Donc et toutes les banques ont un portefeuille où il y a des obligations qui sont, comment dire, valorisées au jour le jour, et d'autres où elles sont maintenues jusqu'à maturité. Et le problème, c'est que, par exemple, Bank of America a 98 milliards de dollars de pertes non réalisées, parce que c'est des obligations qui sont détenues jusqu'à maturité. Donc c'est des pertes, on va dire, comme un peu sur votre compte. Hein. En fait, si vous ne clôturez pas votre position, vous voyez, vous avez des pertes latentes, mais voilà. Voilà. Donc c'est un peu la même chose qui se passe pour toutes les banques, mais surtout en ce moment Bank of America, enfin parmi les grosses banques. Et donc ça, en fait, ça fait pression sur leur bilan, même si ça se voit pas dans les résultats. Et donc du coup, les banques vont être beaucoup plus frileuses à prêter de l'argent. Donc on a cette masse monétaire qui va avoir du mal, je pense, à augmenter au final encore un certain temps. En tout cas, tant que le taux à 10 ans est au-dessus de 4%. Parce que plus les taux longs montent, et plus le prix de l'obligation baisse. Surtout s'ils ont un portefeuille d'obligations de long terme. Voilà. S'ils ont beaucoup de duration, ce qu'on appelle, la moindre hausse des taux obligataires a un impact significatif sur les obligations que ces banques détiennent. Donc voilà, donc Bank of America a un portefeuille d'environ 600 milliards de dollars d'obligations, dont 98 milliards de pertes latentes. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup. Et pour SVB, c'est SVB Signature Bank, ce qui s'est passé, c'est que en 2020-2021, lorsque les taux étaient
extrêmement faible, donc le prix des obligations extrêmement haut. Elles avaient acheté des obligations parce que l'économie était en suspens, il n'y avait pas d'activité de prêt. Donc l'argent des banques, il faut qu'elles le recyclent, il faut qu'elles le placent. Donc ils avaient acheté beaucoup d'obligations. Le problème des obligations de très long terme, les obligations de très long terme sont beaucoup plus sensibles à l'évolution des rendements obligataires. Et donc du coup, ces banques-là se sont retrouvées avec des pertes latentes, mais non réalisées sur le bilan, parce qu'elles comptaient les garder jusqu'à maturité. Sauf qu'il y a commencé à avoir des rumeurs sur les marchés, enfin dans les médias, comme quoi elle serait en faillite, mais techniquement elle serait en faillite. Donc du coup il y a eu des retraits qui ont commencé, et ensuite une vague de retraits. Et lorsque la banque fait face à une vague de retraits, elle utilise ses liquidités qu'elle a, mais une fois qu'elle a plus de liquidité, elle est obligée de vendre une partie de ses obligations qu'elle comptait détenir jusqu'à maturité. Mais dès lors qu'elle vend une obligation détenue à maturité, elle est obligée de réaliser toutes les pertes de ce portefeuille. Et donc du coup, c'était voilà, Ouais. c'était la faillite. Mais c'était la faillite à cause d'un problème de liquidité de la banque. Hyper intéressant. Et ça explique effectivement beaucoup de choses. Bon, alors pour conclure cette première partie, grosse partie évidemment, essentielle pour déterminer éventuellement comment vont évoluer les marchés dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire pivot de la Banque centrale européenne, très certainement, allez, on va dire au début de l'été, juin, peut-être juillet, et pivot de la Fed, éventuellement un pivot, du moins une première baisse de taux avant la fin de l'année. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois ça un peu comme ça. Je vois ça un peu, voilà, la Banque centrale européenne. Je pense quand même que la Fed fera une première baisse dans l'année, peut-être septembre, peut-être un petit peu plus tard, mais je pense qu'elle en fera quand même une. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Tu penses que la Fed va pivoter, toi, ou pas encore? Est-ce que tu penses? Pas encore. Je pense qu'effectivement, on a peut-être 5-6 mois devant nous, peut-être plus, mais je pense que c'est à peu près le délai. Maintenant, ça sera sur la BCE. S'il y a pivot, je pense pas qu'il soit significatif, comme l'a dit Valentin tout à l'heure. Ou alors, ça serait un risque, ça serait audacieux. Donc, globalement, voilà, ça sera à regarder. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle, le pivot? Je pense qu'il y a des conséquences, effectivement, sur la stratégie des investisseurs. Valentin, tu penses Ouais, pour moi, enfin de toute façon c'est quasiment scellé, hein. La BCE elle baisse ses taux en juin, c'est quasiment une certitude, hein, selon les marchés. En plus, enfin tous les gouverneurs l'ont répété, donc voilà, c'est quasiment certain. Sur l'ensemble de l'année, moi je vois bien 2 à 3 baisses des taux de la BCE, une par trimestre. Et pour la Fed, au moins une, peut-être deux, mais ça va beaucoup dépendre, voilà, des prochaines statistiques. En réalité, tout dépendra des prochains chiffres sur l'inflation et également sur le chômage. Mais PIB voilà. peut-être même? PIB, je pense pas, parce que la Fed ne vise pas directement le PIB, et c'est pas parce qu'on a une faible croissance qu'on va forcément avoir une hausse du chômage. En tout cas, il n'y a pas de corrélation très nette entre les deux. Donc je pense que c'est vraiment les chiffres sur l'inflation, c'est le plus important en ce moment, tant que le chômage reste en dessous de 4%. Voilà. Ouais. Et c'est voilà, ça, on va le noter. Quand ça dépasse 4%, tu nous feras un tweet, Valentin. Avec plaisir. Merci messieurs pour cette première partie. Évidemment, on est dans une année très particulière, puisque alors on est dans une année particulière évidemment aux États-Unis, puisque c'est une période électorale, et également bien sûr en Europe. Donc toute la question d'abord, et là ça va faire plaisir à Thomas, hein, une question de saisonnalité, puisque on s'aperçoit en effet que les marchés n'évoluent pas tout à fait, notamment américains, notamment le S&P évidemment, son leader, n'évolue pas tout à fait de la même manière que les autres années en termes de saisonnalité. Voilà, en gros, hein, sur ce graphique, hein, il n'y a pas forcément besoin d'analyse particulière, mais vous voyez sur l'année donc 2024, on voit que même si le mois de mai est entamé, d'ailleurs le mois de mai il a été plutôt baissier, donc
ça ressemble quand même beaucoup finalement à ce qu'on a vu notamment en 2012, à savoir que il y a souvent cette expression sell in May and go away, sell in May, buy in October, ça veut dire en gros que la période la moins favorable en bourse, en gros elle est de mai à octobre, donc il vaut mieux acheter les marchés en octobre et les revendre en mai. Par effet miroir. Pour autant, dans les années d'élections américaines, eh bien, on s'aperçoit que la période finalement de mai-juin jusqu'à octobre-novembre est souvent une période qui est plutôt pas mal, et notamment l'été. Donc, on verra évidemment cette année si les choses sont différentes, mais c'est quelque chose que l'on constate sur les marchés. Donc on verra là aussi qu'est-ce que va nous réserver, si vous voulez, les marchés là-dessus. Le graphique suivant. Moi j'ai trouvé ce graphique intéressant. C'est ni plus ni moins que voilà, la performance du S&P 500 selon différentes périodes de temps, et si le président au pouvoir gagnait ou perdait les prochaines élections. La statistique la plus intéressante, c'est les 3 mois avant l'élection. On voit que en fait, si le S&P 500 était en hausse, eh bien, il y avait 85% de chances que le président était réélu. Et à l'inverse, si la performance était négative, il y avait 89% de chances qu'il perdait les élections. Voilà. Après, c'est une statistique, donc faut prendre ça avec des pincettes. 88% ou même 86%, c'est pas 100%, donc il n'y a aucune garantie. Mais voilà, il semblerait que la performance du marché 3 mois avant l'élection, donc ça va être grosso modo août, septembre, octobre, parce que les élections c'est début novembre. Donc sur cette période-là, la performance du marché pourrait avoir une certaine influence sur le résultat des élections, sachant qu'en plus de ça, les élections vont être, ça devrait être très serré le résultat, donc ça se trouve ça se jouera à cette performance du S&P 500, on verra. Ouais. Thomas, un avis là-dessus? Ouais, non, mais c'est très intéressant ce que nous montre Valentin. Et je pense que ça a à voir avec un peu l'effet d'inertie, justement. Et après, voilà, ces statistiques, elles sont intéressantes parce qu'elles mettent en avant aussi l'aspect de dépendance au mouvement précédent du marché. Ce qui est effectivement, dans le cas des élections américaines, assez persistant, statistiquement plutôt significatif. Maintenant, voilà, c'est jamais une certitude, mais la théorie, c'est que généralement, avant les élections en tout cas, il y a une appétence à faire des déficits. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de déficits? Est-ce qu'on peut vraiment en faire plus pour booster l'économie? Est-ce que c'est pas trop tard déjà? Enfin, voilà, on le verra justement d'ici octobre-novembre, le résultat. C'est la question que j'ai l'impression d'avoir toujours entendue depuis que je m'intéresse au marché. C'est est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de la dette? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout des déficits? Est-ce qu'on n'est pas arrivé? Et puis chaque fois, ça va toujours un peu plus. Donc du coup, bon, mais c'est vrai que bon, au bout d'un moment quand même, ça pose question. C'est un graphique là qui montre également la saisonnalité, les performances moyennes donc en année électorale américaine. On a eu d'ailleurs cette année aussi sensiblement la même chose, c'est-à-dire début d'année plutôt pas mal, et après mois de mars, avril, voire même début mai, un peu en zigzag, un peu en dents de scie, et avant normalement d'avoir avec de la volatilité, on le verra sur le graphique d'après, avec de la volatilité, avoir quand même une performance positive. En termes de cyclicité, Thomas, toi c'est quelque chose que tu regardes ça aussi, en termes de saisonnalité, période électorale? Tout à fait. Ça, en général, c'est pas prendre à la légère les périodes électorales, surtout aux États-Unis, puisque c'est l'économie dominante. Elle est assez forte, cette saisonnalité. Après, la saisonnalité, effectivement, tu l'as très bien dit, le sell in May and go away. Ça se vérifie aussi sur le CAC 40, par exemple. Je crois que la performance, j'avais fait justement une étude là-dessus, c'est que sur les 10 dernières années, la performance entre avril
globalement, et les 6 mois d'après étaient 2 fois inférieurs à la performance moyenne de la fin d'année et début d'année. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Après, en soi, c'est pas toujours véridique, bien sûr, mais en moyenne, un investisseur qui suivrait cette stratégie n'arriverait peut-être pas à surperformer le marché, mais en tout cas, c'est un élément à prendre en compte. C'est à ne pas négliger, on va dire, puisque c'est significatif. Donc c'est à suivre. Classique. C'est à suivre. Et donc, ce qu'on constate aussi, alors ça c'est un graphique qui est assez, je trouve, parlant, c'est la volatilité, c'est le VIX, l'indice de la peur, je crois qu'on l'appelle communément, et on s'aperçoit que le VIX, donc l'anxiété, un petit peu ce qu'on mesure des investisseurs, augmente de manière croissante en année électorale et de manière conséquente sur les 5 derniers mois, passant de 14 jusqu'à quasiment 18 en moyenne. Donc il augmente de plus de 3 points, 3 points et demi. Donc c'est considérable avant, après, généralement de chuter, donc avec des investisseurs qui sont évidemment beaucoup plus souvent rassurés, soulagés potentiellement, mais en tout cas c'est toujours pareil, l'investisseur c'est pas tant une question d'être rassuré ou pas, ou inquiet, c'est surtout de connaître finalement les éléments et d'avoir des éléments. Il y a rien de pire pour un investisseur, bien évidemment, que des incertitudes. Et une élection comme tu l'as dit Valentin, cette année américaine, où ça risque d'être serré et ça risque d'être nerveux jusqu'au bout, ça risque aussi d'amener de l'anxiété sur les marchés. Anxiété, ça veut pas dire que les marchés vont plonger, mais ça veut dire qu'on risque là aussi d'avoir une augmentation certaine de la volatilité. Évidemment, alors là, je sais de qui est le graphe suivant, forcément, Thomas. Et du coup, la cyclicité là-dessus, qu'est-ce que nous montre ce... Alors, ce graphique, ça montre, quand on fait un peu de l'étude comme on dit des fois dans l'armée, etc., ils utilisent justement les signaux harmoniques, c'est-à-dire décomposition en cycle de séries de données. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'un des cycles dominants, mais ça c'est connu, la rumeur veut que Rothschild l'utilisait avant la Première Guerre mondiale, et effectivement c'est un cycle qui est toujours persistant aujourd'hui. Qu'on remarque statistiquement, c'est un cycle de 3 ans et demi, 3,6 à peu près. Sur le Bitcoin, il est extrêmement bien dessiné, parce que d'autant plus sensible aux liquidités. Mais on le remarque sur la bourse. Enfin, j'en ai mis un autre après, mais pour le faire rapidement, c'est que ça, c'est un graphique que j'avais publié en 2022 pour Active Trade You Trading. Et effectivement, ce que nous disait ce graphique, c'est que on aurait probablement un maximum de performance haussière en 2024, après un creux fin 2022, et un potentiel, toujours potentiel, déficit de performance d'ici un an et demi. Mais ça reste potentiel. Mais globalement, la cyclicité est là et elle est confirmée sur le Dow Jones, sur les taux d'intérêt, sur le CAC 40, sur les matières premières. Elle est convergente. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence globale. Voilà, en quelques mots. Ouais, très intéressant. Et en plus, ça collerait un petit peu finalement au scénario macro, qui est de dire, tout à fait. Eh bien, en année électorale, les marchés se portent bien. Tant que la Fed n'a pas pivoté, même avec des taux et de l'inflation, les marchés se portent plutôt bien. Et généralement, c'est après le pivot, je crois entre 6 à 9 mois, que finalement les marchés commencent à avoir beaucoup plus de difficultés. C'est ça, tu l'as dit tout seul. Donc en gros, on a fin 2024, vendre des tout. Non, non, bien sûr. Mais bon, voilà. En tout cas, mais c'est bien de se projeter dans un contexte quand même global. Et moi, alors, je suis pas aussi, bien sûr, bien moins pertinent et bien moins compétent que toi sur la cyclicité, mais ça me passionne tout autant. Et également ce graphique, voilà, apporte ça en plus. Valentin, tu veux dire un mot, toi, sur cette cyclicité-là, sur... Bon, c'est très intéressant. Je pense que ça a un lien avec la création monétaire, pas des banques centrales, mais des banques commerciales, parce qu'il y a un certain cycle. Surtout en Chine, on voit ce qu'on appelle le Credit Impulse. Moi, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est des cycles à peu près pareil de 4 ans. Donc, je pense qu'il y a un lien. Après, c'est pas ma spécialité, donc je pourrais pas donner beaucoup de commentaires. Ouais. Donc, graphe suivant, et
C'est un peu la même logique. C'est pour dire le graphique à gauche, bon, on voit pas très bien, mais c'est la même chose sur le CAC 40, sauf que là j'ai ajouté un cycle qu'on appelle de friche, enfin c'est un cycle un peu plus court, 2 ans, un autre cycle dominant, et à droite c'est le CAC 40 que j'avais fait pour Bourse Direct. J'avais mis l'échelle de temps justement. Le graphique commence en 2022, et ce graphique nous dit qu'en moyenne, quand on prend le cycle dominant, quand on fait la moyenne des performances sous forme d'indice, eh bien, il y avait des bonnes chances pour retrouver des sommets historiques sur le CAC 40 début 2024 ou autour de cette période, et qu'ensuite on a une bonne année, on va dire, de hausse devant nous, ce qui est pour l'instant plus ou moins le cas. Maintenant, c'est jamais certitude, mais globalement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on respecte la cyclicité. C'est pour dire ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'anomalie sur la cyclicité. Et les données fondamentales sont plutôt bonnes, qui confirment le fait qu'on est voilà, peut-être sur un plus haut de momentum, comme on dit. Voilà. Très intéressant. Très intéressant. Ok, messieurs, merci pour cette partie-là. Donc, évidemment, hein, il faut, voilà, quand même finalement deux grosses parties qui vont vivre ensemble, c'est-à-dire toute ce narratif autour du pivot de la Fed qui a lieu en pleine élection présidentielle américaine et élection européenne en plus. Donc, évidemment, ce sont des choses qui vont vivre ensemble et qui vont qui vont continuer d'impacter les marchés financiers. Dernière partie, messieurs, on va parler de l'or. On va parler de l'or puisque l'or, vous le savez, a vraiment énormément performé ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, je suis pas, je le trade un petit peu l'or, mais vraiment en mode analyse technique et trading quoi, pur. Il se dit beaucoup de choses sur l'or, notamment que c'était un petit peu la Chine qui avait propulsé les prix de l'or à la hausse. Je sais pas trop du coup. Alors évidemment, hein, on a la chance de t'avoir Thomas avec nous et tu vas pouvoir nous donner ton avis là-dessus. Juste bon, le graphique de l'or qui est splendide hein, depuis 1988. Ouais. Bon, moi je me suis permis, messieurs, de faire une rapide et très simple analyse technique. Pour moi, l'or évolue dans un canal évidemment haussier de long terme. Je pense que quand même la dernière exponentielle qu'on a eue là des 2000 jusqu'aux 2400 dollars, la dernière accélération, voilà, je pense qu'il va falloir reprendre un petit peu de souffle pour avoir un petit peu de potentiel derrière, mais en tout cas c'est méga bullish. Donc voilà. Après l'argent, par contre, on va pas peut-être forcément en parler aujourd'hui, mais l'argent a un potentiel, je pense, supérieur par rapport à l'or. Je te passe la main du coup, Thomas, par rapport à... Merci, tu as très bien, effectivement, c'est toujours important de rappeler le graphique, ça permettra de contextualiser. Ce graphique nous montre, à partir du trait bleu, je crois, le pivot de la Fed. Et en général, la performance moyenne de l'or dans les mois qui suivent, les années qui suivent, elle est de l'ordre de 30-40%. Et donc, on est bien parti pour. Maintenant, l'or, il y a beaucoup d'idées reçues, mais pour faire très simple, pour essayer de donner aux gens qui nous écoutent une vision de comment fonctionne le marché de l'or, c'est un marché qui s'adresse principalement aux investisseurs, à la bijouterie, en partie à la technologie, mais c'est assez faible. Et de l'autre côté, qui c'est qui vendent de l'or? C'est, on va dire, pour un quart des particuliers, des gens qui revendent. Et pour 75%, c'est des compagnies minières. Et c'est là qu'est le paramètre clé, parce qu'à long terme, il y a une très bonne corrélation entre le coût de production de l'or, ce que nous coûte à extraire une once d'or sous terre, et son prix. Or, on sait que l'inflation, et on l'a vu ces dernières années, elle a été de l'ordre de 10, 15, 20% par an. L'inflation sur les coûts de production, parce qu'il y a une inflation normative, parce qu'il y a une inflation sur les machines, parce qu'il y a une inflation sur les carburants, produire une once d'or coûte de plus en plus cher et beaucoup plus cher, ça progresse plus vite que l'inflation. Et effectivement, le cours de l'or sur les 20 dernières années a progressé 4 à 5 fois plus vite que l'inflation. Et tout ça pour dire quoi? Que l'or reflète en fait une valeur économique tangible, réelle, et son extraction, son coût d'extraction. Et ça, c'est historique. Et donc, ce qu'on remarque aussi depuis notamment la guerre en Ukraine, c'est que les banques centrales n'ont jamais acheté autant d'or qu'aujourd'hui.
Et on pourrait se dire, on est dans une ère où il n'y a pas d'étal en or, etc. Mais la plupart des banques centrales, notamment la Chine, il y a la Turquie aussi, il y a l'Inde, enfin Singapour qui a changé sa stratégie, etc. Beaucoup de pays ont changé leur vision sur l'or, et l'or fait partie du bilan des banques centrales, et de manière significative. D'ailleurs, petite anecdote, l'or est classé premier actif de la BCE. Donc on n'est pas dans un système étal en or, mais les banques centrales, elles ont compris que l'or, il a deux qualités. Il est indépendant, c'est-à-dire c'est la contrepartie de personne, et il est plus stable. Et d'ailleurs, la volatilité de l'or est inférieure à la volatilité à long terme des obligations en ce moment. Petit parallèle intéressant. Et donc tout ça pour dire que l'or aujourd'hui, c'est vraiment la clé de voûte de toutes les stratégies monétaires, géopolitiques. Et si j'avais à faire de la cyclicité de l'or, il y a deux cycles dominants, 16 ans, 8 ans. Le dernier point bas majeur de 16 ans, c'était 2016. Et le dernier point bas de 8 ans, c'était aussi 2016. Et donc, on pouvait s'attendre à ce qu'on ait une nouvelle tendance haussière à partir de 2024. En 2022, j'avais fait un article pour or.fr. J'anticipais une hausse de l'or d'à peu près 10%. Elle a été de 12%. Et cette année, voilà, en général, on a beaucoup plus de volatilité à cette époque du cycle. Mais plus de 10%, 20%, c'est tout à fait possible. Et comme je disais, le pivot de la Fed, ça profite en général au cours de l'or. Eh ben, d'accord. Ben, super intéressant. Vraiment top. Donc, on est encore bullish sur l'or. En principe, oui. De toute façon, les banques centrales sont extrêmement acheteuses. Et une once d'or sur 5 aujourd'hui, c'est pour les banques centrales. Donc tu me confirmes que les rumeurs et infos qu'on a eues sur le fait que potentiellement il y avait la Chine qui avait beaucoup acheté de l'or, c'est vrai. La Chine achète beaucoup d'or. Et elle achète beaucoup d'or parce qu'elle a beaucoup de réserves de change. Et le problème des réserves de change, c'est que quand tu as de l'instabilité géopolitique, c'est dangereux. Parce qu'on peut avoir la main mise dessus. Et donc, ils préfèrent acheter de l'or. D'ailleurs, la Chine, petite anecdote, a moins d'or comparativement à ses réserves de change que la plupart des pays. Donc, ils vont continuer à acheter de l'or, je pense. Tout à fait. Ok. Valentin, tu veux dire un mot sur l'or, toi Bon, techniquement, toi, je sais que tu fais un peu beaucoup même d'analyse technique. Le graphe, t'as le même que moi, hein, t'es plutôt bullish quand même. Ouais, là, techniquement, c'est bullish, hein, y a rien à dire, hein. Le breakout en début d'année, c'était incroyable. Moi, je dirais que il y a aussi le yuan à prendre en compte, comme je l'ai dit concernant l'euro-dollar. Si on a une dévaluation du yuan, parce qu'il y a je le répète, mais il y a de la spéculation là-dessus, ça va être enfin, ça devrait être, à mon avis, extrêmement bullish pour l'or. Donc, voilà, il y a comment dire, scénario-là à prendre en compte. Mais voilà, techniquement, c'est bullish. Fondamentalement, la hausse post-baisse des taux de la Fed, ça s'explique par la baisse des taux réels. Il y a une corrélation très négative entre les taux réels et le cours de l'or. Quand la Fed baisse ses taux, bah, les taux réels diminuent, donc c'est positif pour l'or. Voilà. Ok. Donc, le graphique suivant montre que en moyenne, alors si je retrouve la cyclicité de Thomas, en moyenne, la baisse des taux réels dure 3-4 ans pour une hausse de plus de 40%. Exactement. Et on remarquera le 3,6 de durée moyenne de baisse des taux réels. Mais bon, ça rejoint effectivement ce que je disais sur la cyclicité tout à l'heure. C'est graphique de droite, on a en début de cycle, comme en ce moment, une forte poussée haussière potentielle. Et ensuite, une probable continuité de la tendance. Mais après, voilà, ça reste potentiel. Mais on est bien parti pour. Ok. On arrive donc au terme de cette troisième partie. Donc on a vu, on a parlé beaucoup longuement du pivot, des banques centrales, des potentielles conséquences. On a parlé évidemment de l'effet saisonnalité avec les élections. On a parlé de l'or. Une fois qu'on a parlé, je pense que c'est quand même, voilà, on a parlé aussi du chômage évidemment. On a parlé des fameux 4% de Valentin qu'on va surveiller absolument. Si on doit, allez, admettons, évaluer un pourcentage de probabilité qu'on ait une baisse majeure des marchés. Quand je dis majeure des marchés, c'est une baisse, on va dire, depuis les plus hauts de 20-25%.
Et je vais commencer par me mouiller moi. Ça, je voulais, combien on l'évaluerait de 0 à 100 par rapport à tout le contexte qu'on a. Alors évidemment, on n'est pas Madame Irma, on prédit pas l'avenir. Moi, je pense, de mon côté, avec ce que je vois, avec effectivement les histoires de pivot, avec l'effet cyclicité, etc. Je pense que nous aurons dans les, allez, je veux dire 6 à 18 mois, je pense que les marchés, la probabilité que les marchés baissent de 20 à 25% dans cet ordre-là sont environ, pour moi, si je devais l'évaluer, de 65-70%. Pour moi, c'est assez important parce que j'estime que les taux sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop longtemps. Je pense que l'impact va être important. Et je pense qu'après les élections américaines et après le pivot de la Fed, on risque de commencer à payer la facture. Bon, évidemment, c'est mon avis, hein. Et ça nous empêchera pas s'il y a pas récession et s'il y a pas baisse majeure des marchés, ça nous empêchera pas bien évidemment de trader. Mais voilà, moi globalement, je m'inscris un peu dans cette mentalité-là. Je reste toujours convaincu à ce stade qu'on va avoir une récession et encore un hard landing. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous n'êtes pas obligé de vous mouiller, je vous rassure. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Valentin? Combien toi tu évaluerais ce risque? C'est pas évident, hein. Ouais, c'est pas évident, je m'attendais pas à cette question. En termes de probabilité, honnêtement, j'en ai aucune. Je pourrais pas dire. Je pense que le risque d'une caution de 20% est plus élevé que, on va dire, d'habitude, quand en général, si on prend, je sais pas moi, sur le long terme, imaginons j'imagine qu'il y a 10% de chance de retracement de 20%. Je dirais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que 10%, ça peut-être 20, 30. Donc, je pense qu'au niveau la distribution, on va dire, des probabilités, ouais, il y a un risque plus élevé de correction de 20% qu'en temps normal. Surtout que les marchés sont plus hauts, le chômage est extrêmement bas, on a le resserrement monétaire, enfin voilà, il y a plein de critères. Après, bon, on a quand même des présidents Trump ou Biden qui sont hyper expansionnistes d'un point de vue déficit public. Donc j'ai du mal à imaginer un hard landing si on a des politiques qui restent très généreuses, sachant que Trump et à mon avis Biden, ça va être pareil, souhaite prolonger ses baisses d'impôts de 2017, qui aurait un coût de 3100 milliards de dollars sur 10 ans. Donc ça fait un boost de 300 milliards de dollars par an pour les ménages et les entreprises. Biden, il va peut-être pas les renouveler comme aujourd'hui c'est le cas, mais il va quand même renouveler une partie des baisses d'impôts s'il est réélu. Donc voilà, je dirais que le risque de récession, de correction de 20%, il est quand même important pour l'année prochaine. Maintenant, bon, je reste data dépendante comme les banques centrales. Et oui, et puis en plus, bon, il y a aussi un effet flux de toute manière. Hein. On est dans un monde où, on l'a vu. Je pense aussi que les marchés ont été portés par le fait que, aujourd'hui, si tu veux protéger ton épargne de l'inflation, t'as que deux solutions. Soit t'investis dans l'immobilier, et c'était très compliqué ces dernières années avec des taux très hauts et de l'immobilier très cher. Soit tu l'investis sur les marchés financiers. Et donc, voilà, sinon, ou dans l'or éventuellement. Finalement, il y a pas eu beaucoup de solutions quand même ces dernières années pour se protéger de l'inflation. Et donc ça a probablement, avec en plus les effets de mode, ETF, et nous en Europe on y arrive enfin, et en France encore plus, avec beaucoup de retard. Je pense que ça aussi, ça a quand même globalement joué. Il y a aussi l'effet momentum que Thomas a abordé tout à l'heure. Évidemment, on va pas en parler aujourd'hui, mais les effets surpondération de la tech, surpondération de l'IA avec les Nvidia, etc. Tout ça, ça a beaucoup porté les indices. Thomas, toi, du coup, comment tu évaluerais, toi, globalement, le risque qu'il y a? Je rejoins tout à fait l'approche de Valentin. Hein. C'est-à-dire que
pour le dire clairement, s'exposer massivement au marché en ce moment, je pense, est risqué. En tout cas, beaucoup plus que l'année dernière. Qu'on arrive, en tout cas les indicateurs sont plutôt pour passer d'un haut de cycle en bas de cycle. Maintenant, on peut continuer, on peut rester sur un haut de cycle longtemps. Mais effectivement, s'il doit y avoir un risque de ralentissement, ça sera 6, 18, 24. 24, c'est long déjà, mais 24 mois. Donc, je pense que ça sera sur cette étendue-là. Et effectivement, je dirais que la bémol, c'est qu'il y a de l'inertie sur les marchés. C'est-à-dire qu'on est en période préélectorale, on est encore sur un momentum qui est bon. C'est-à-dire que je me rappelle en 2022, les marchés étaient assez pessimistes. Les fonds étaient sous-exposés, enfin, énormément de choses comme ça. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. La psychologie est plutôt optimiste, peut-être pas euphorique, on n'est pas dans l'euphorie non plus, mais quand on regarde Nvidia, ce genre de choses, on n'est plus en 2022. Mais de notre côté, les marchés sont, je pense, peuvent avoir encore une dynamique haussière potentielle. Et effectivement, je pense que l'année prochaine sera plus risquée que cette année 2024, au regard de tout ce qu'on a évoqué. Donc, potentiellement, un investisseur long terme, parce que tu m'arrêtes, hein, mais j'essaie de résumer, mais je pense ça aussi, également. Un investisseur long terme, le ratio gain-risque sur ces niveaux-là n'est pas forcément optimal. En gros, voilà, peut-être il vaut mieux. Sûr. Après, ça dépend des secteurs. Et bien sûr. Mais globalement, ouais, je suis un peu du même avis. Messieurs, merci beaucoup. On arrive doucement à la fin de cette émission. Ce qu'on vous propose, c'est si l'émission, bien évidemment, vous a plu, j'ai pas trop de doutes, enfin en tout cas moi elle m'a beaucoup plu. Vous avez la possibilité en commentaire de nous donner des idées de sujets, parce que si effectivement cette émission rencontre un certain succès, on pourra pourquoi pas renouveler de temps à autre. Donc si vous avez des idées de sujets, vous pouvez bien évidemment nous les inscrire en commentaire. Messieurs, vraiment du fond du cœur, merci, parce que c'était enrichissant, c'était passionnant. On sent que vous êtes vous-même passionné, et donc vous le transmettez. Je pense que même s'il y avait quand même des sujets techniques, forcément, il y a un certain nombre d'éléments et d'infos qui ont été vulgarisés, et ça me plaît beaucoup. Je vous laisse bien évidemment le mot de la fin, les garçons, et puis encore merci. Valentin. Écoutez, merci pour cette invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces sujets qui sont très passionnants. J'espère que ça aura plu et enrichi les connaissances, en tout cas que ça aura servi. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup, Valentin. Thomas? Et même chose, je suis très fier effectivement d'avoir fait ça avec toi, Tino, qui a une expertise technique qui est assez claire, je trouve. Et pareil avec Valentin, qui a vraiment une expertise macro qui est à chaque fois très éclairante. Et donc je pense qu'au-delà effectivement du fait que ça m'intéresse de lire les retours déjà, mais je trouve que l'échange en lui-même, c'est toujours très important sur les marchés, parce que sinon on progresse pas tellement. Et le problème d'être trop spécialisé, des fois, c'est d'être trop spécialiste et trop enfermé dans ce qu'on fait. Tout à fait. Tout à fait, ce sera le bon mot de la fin. Merci une nouvelle fois, messieurs. Merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve, pourquoi pas, pour une prochaine émission. Au revoir à tous. Merci.